Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer à parler de l'analyse technique, c'est-à-dire l'étude des indicateurs. Et petite introduction d'abord sur l'utilisation des indicateurs techniques, donc quelques mises en garde. On va donc commencer par s'intéresser à ce qu'est un indicateur technique, donc on va laisser parler la sémantique. On va ensuite parler de la relativité de la période. La période de calcul de l'indicateur est extrêmement importante. Quelques erreurs à ne pas connaître et une présentation rapide des différents types d'indicateurs. Donc première et unique partie également de cette formation, utilisation des indicateurs techniques. Donc un petit mot de la sémantique. Un indicateur indique. C'est tout. Point final. Un indicateur subit en fait beaucoup de dérives égotiques à l'image de toute l'analyse technique et toute l'analyse graphique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dérive égotique? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en parle. C'est simple, à chaque fois ça part d'une bonne intention. C'est un gars ou un groupe de personnes qui font des recherches. Alors ils s'appellent chercheurs ou on appelle ça faire des recherches, parce que ça fait toujours un tout petit peu plus classe que de dire je bricole sur mon graphique avec quelques indicateurs, je bidouille, je fais des combos et je trouve des choses qui sont sympas. Mais bon, on appelle ça recherche. Alors c'est vrai qu'il y a dans le processus, il y a beaucoup de recherche. C'est d'abord on va tester des choses et puis ensuite on va les retester, les vérifier, les contre-vérifier. Oui, ça s'apparente effectivement à une sorte de recherche scientifique. Donc, on en fait une recherche, on va trouver des indicateurs et on va dire, ben voilà, empiriquement, ça a l'air de fonctionner. Donc, a priori, cet indicateur est un bon modèle pour anticiper l'évolution des cours. Et donc, à partir de là, on va élaborer toute une théorie. Alors, c'est toujours mieux si on invente des termes savants, style le signal de machin truc, ou le croisement de la cross-line bidule chouette. Enfin, ça fait très scientifique, ça fait très classe. Bon, c'est de la poudre aux yeux pour ceux qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent, et par contre, ça fait très bien devant un débutant qui dit ah bah ouais, franchement, ce mot il est génial, tiens, je vais le noter. Ah ouais, là je vais parler comme un professionnel. Bon, tout ça, ça fait partie de toute façon du folklore en marketing, de l'analyse technique, du trading, etc. Bon, après, je vous demande d'avoir quand même un peu d'esprit critique et de ne pas boire tout ce que vous lisez ou tout ce qu'on vous dit. Donc, un indicateur, c'est une dérive égotique. Les indicateurs ont beaucoup de dérives égotiques et beaucoup d'utilisateurs croient en leur pouvoir d'autoréalisation. Ça aussi, on en avait parlé, les grosses blagues qu'on peut lire des fois sur les forums, comme quoi des indicateurs sont très utilisés par le monde entier et que donc il faut utiliser cet indicateur-là avec ce paramétrage-là et comme ça nous permet d'anticiper les marchés. Alors, il faut arrêter de parler d'anticiper. Quand je vois quelqu'un qui dit anticiper les marchés avec les indicateurs ou quels sont les meilleurs indicateurs pour anticiper les marchés, j'ai envie de dire non, mais il faut arrêter 5 minutes. Un indicateur, c'est rien de plus qu'une déformation mathématique du prix. En fait, vous prenez le prix, vous mettez un prisme et vous regardez le reflet. C'est ça un indicateur. L'indicateur reflète le prix. Et comme un indicateur en général utilise une formule mathématique, on va parler en fait d'une représentation mathématique, une déformation mathématique, une situation mathématique, et et en plus c'est sur uniquement une période arbitrairement choisie. Alors par exemple, vous avez donc le prix et vous voulez regarder la distance du prix par rapport à sa propre moyenne. Alors qu'est-ce que peut indiquer la distance du prix par rapport à sa moyenne? Ça montre en fait les accélérations et les décélérations du prix. Si le prix est loin de sa moyenne, c'est-à-dire qu'il est en train d'accélérer et que donc il y a peut-être une correction qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous savez comment les marchés fonctionnent, c'est forcément impulsion, correction, il ne peut pas en être autrement. D'accord? Puisqu'une impulsion, ce sont des entrées ou des pertes de traders, et une correction, ce sont les prises de bénéfices. Et forcément, il faut qu'on prenne des bénéfices à un moment donné. Donc cet indicateur en fait va montrer l'accélération et la décélération. Et bien il y en a qui vont utiliser ces indicateurs qu'on va étudier comme des éléments qui permettent d'anticiper les mouvements. Non, un indicateur n'anticipe rien du tout. L'indicateur ne peut pas anticiper le prix, puisque l'indicateur est dérivé du prix. C'est comme si vous me disiez, alors il faudra que je sais trouver une belle petite allégorie, mais je pense que vous avez quand même compris le principe. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose qui est dérivé de quelque chose pour anticiper l'évolution de ce quelque chose. On ne peut pas utiliser un indicateur qui est calculé par le prix et qui en plus est en retard par rapport au prix, puisque en général la déformation fait que l'indicateur est toujours en retard par rapport à la réalité du prix, pour anticiper ce prix. Enfin, quand on réfléchit 2 minutes, c'est quelque chose qui est extrêmement illogique. Donc non, un indicateur,
même si il en donne souvent l'impression, ne permet pas d'anticiper. Par contre, un indicateur, il indique et il permet de qualifier. Alors, par exemple, les anticipations, il est évident qu'un marché qui décélère, c'est un marché dont la tendance actuelle est peut-être sur sa fin de vie, et que donc il va sans doute corriger et donc se retourner. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que quand on remarque un indicateur qui nous montre une décélération, souvent, il y a un retournement. Mais ce n'est pas parce que l'indicateur a décéléré que le marché s'est retourné. C'est parce que le marché est en train de se retourner, qu'il est donc en train de décélérer, que donc on constate cela sur l'indicateur. D'accord? Un indicateur ne peut pas anticiper. Et en plus, c'est fait sur une période arbitrairement choisie. C'est-à-dire que par exemple, on va regarder uniquement sur 3 ou 4 heures. Par exemple, on va regarder la vitesse d'évolution sur 4 heures. Pareil, on va reparler de ça des périodes. Alors justement, la relativité de la période. Alors justement, la relativité de la période. Qu'est-ce que c'est qu'une période de calcul? On en a déjà parlé dans la construction du chandelier japonais. C'est en fait la période pendant laquelle on va faire le calcul tout simplement. Donc la période sur un indicateur représente la durée sur laquelle il va être calculé. Alors l'utilisateur il choisit sa période en fonction de ce qu'il veut mettre en évidence, en fonction du bruit, en fonction du lissage. Plus la période de calcul est longue et plus l'indicateur va prendre de données en fonction. Donc plus l'indicateur va être lissé et donc plus il sera retardé, mais moins il sera victime des aléas plus ou moins chaotiques du mouvement du prix. Si on choisit un indicateur de plus courte période de calcul, il va être extrêmement bruité, c'est ce qu'on appelle bruité. Donc il va être extrêmement réactif par rapport au prix et donc il va avoir une utilisation complètement différente qu'un indicateur qui a un lissage beaucoup plus élevé. Alors le problème de la période, c'est qu'il faut choisir la période adéquate. On ne peut pas trader avec des indicateurs qui ont tout le temps la même période. Ou en tout cas, à part si c'est pour des gros lissages, mais dès qu'on utilise des indicateurs sur des courtes périodes, de temps en temps, il faut un peu les modifier en fonction de la volatilité, en fonction du mouvement. Par exemple, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un indicateur qui est calculé sur une période qui recoupe à la fois la fin de la session asiatique et le début de la session européenne, est-ce que cet indicateur est pertinent? Puisque dans son calcul, il va prendre en considération deux sessions boursières qui sont différentes. D'un côté une session asiatique et d'un côté une session européenne. L'autre question c'est, quand on a un mouvement qui est en cours, est-ce qu'il faudrait calculer l'indicateur en fonction du mouvement actuel, c'est-à-dire en fonction du nombre de périodes que le mouvement contient, ou est-ce que peu importe, on laisse la période de calcul qu'on avait choisie au début? Pourquoi choisir une période de calcul de 51 et pas de 52? Pourquoi choisir une période de 18 et pas de 19? Bref, c'est des questions qui sont très compliquées et qui ne trouvent pas vraiment de réponse. Donc ça, c'est un autre problème de l'indicateur technique, c'est son paramétrage. Alors, on peut en gros choisir 3 types de paramétrage en théorie. Donc soit un paramétrage logique, soit un paramétrage empirique, soit, et c'est le plus souvent, un paramétrage ésotérique. Et on va définir tout ça après. Enfin, on va redéfinir ça après, mais en gros, un paramétrage logique, ce serait d'utiliser une période de calcul qui est logique, donc qui a été pensée, qui a été réfléchie. Par exemple, un nombre d'heures qui signifie quelque chose pour un être humain, comme 8 heures, 4 heures, etc., ou une journée, une semaine. Empirique, c'est un paramétrage qui est calculé, qui est optimisé en fonction du marché. Donc par exemple, on cherche en fait à regarder quelle est la meilleure période de calcul qui donne les meilleures indications ou qui colle le mieux à la réalité du marché. Donc l'empirisme implique le fait de changer régulièrement de paramétrage. Par exemple, l'indicateur bande de Hurst utilise un paramétrage empirique puisqu'on est censé étudier les cycles du marché. Donc on va en fait utiliser des équations mathématiques qu'on appelle la transformée de Fourier par exemple pour chercher la meilleure fréquence de réponse du marché en fonction d'indicateurs. Et on va utiliser ensuite cet indicateur pour essayer de prévoir d'éventuels mouvements ou tous les cycles en fait. Donc c'est un indicateur parmi tant d'autres avec lesquels on change la période. Mais on a d'autres indicateurs qui ne sont pas vraiment des indicateurs, qui ont également un paramétrage empirique. Quand on trace une ligne de tendance,
Quand on trace un canal de tendance également, qu'est-ce que c'est en fait? On utilise également un paramétrage empirique. Pourquoi? Parce qu'on va les tracer en fonction d'un nombre de périodes qui varie tout le temps en fonction du marché. D'accord? Est-ce que vous avez déjà voulu tracer un canal en disant, bon alors par contre je ne prends en considération que les plus hauts et les plus bas des 10 dernières bougies? Non, on prend les plus hauts et les plus bas en fonction de ce que l'on voit. Donc ça c'est le paramétrage empirique. Et puis il y a le paramétrage ésotérique. Lui c'est celui qui fait le plus rire et le plus sourire. Et pourtant c'est celui qui est le plus utilisé. En gros c'est j'utilise ça parce que ma grand-mère m'a dit ça, ou parce que j'ai lu sur un forum que si, ou parce que ça sort de la suite de Fibonacci, ou parce que quand j'additionne tous les chiffres entre eux, ça me donne la taille de ma main. Enfin bref, des trucs complètement stupides, et pourtant la plupart des gens l'utilisent. Alors les erreurs à ne pas commettre. Avant tout, il faut comprendre la formule de l'indicateur. Vous voulez utiliser un indicateur? Très bien. Donc première étape, vous regardez son mode de calcul. Deuxième étape, pour ceux qui veulent faire les choses un peu, on va dire, de manière plus scientifique, vous prenez un fichier Excel et puis vous faites quelques tests pour bien comprendre, pour bien vérifier que vous avez bien compris la formule de l'indicateur. Il faut comprendre dans quelle situation précise créer les patterns que vous allez utiliser. Donc les patterns, ce sont les signaux, les figures que font les indicateurs. Par exemple, vous avez un indicateur qui croise sa moyenne, ou un indicateur qui croise quelque chose, ou qui change de couleur. Il faut comprendre qu'est-ce qui a créé ça sur le prix. D'accord? On va étudier quelques indicateurs, et à chaque fois on va expliquer dans cette formation qu'est-ce qui sur le prix crée ce mouvement sur les indicateurs. Donc il faut que vous compreniez quand vous tradez, parce que combien de fois j'en vois qui tradent par exemple un croisement baissier d'un stochastique dans une zone haute, et qui disent ah bah tiens j'ai vendu parce qu'il y avait le croisement donc ça veut dire que ça va descendre. Non, il faut comprendre qu'est-ce qui a créé ce croisement en haut, qu'est-ce qui sur le prix a créé ça. Et dès qu'on comprend la formule et qu'on se pose 5 minutes pour réfléchir, on le sait. Et du coup on voit les indicateurs d'une autre manière, et le fait d'ailleurs d'étudier leur formule et de comprendre ce qui crée les signaux, ben bien souvent on se rend compte que en fait la plupart des indicateurs et des signaux ne sont pas vraiment utiles, ou en tout cas sont caduques. Et on n'a pas besoin de les utiliser, on peut le faire à l'œil nu. Et donc surtout, il faut comprendre les limites de l'indicateur pour ne pas l'utiliser dans le mouvement. Parce qu'il y a des indicateurs et des paramétrages qui peuvent fonctionner très bien dans un type de marché à un certain moment, mais qui fonctionneront d'une toute autre manière et complètement à la masse dans un autre type de mouvement. Donc un indicateur, tout comme les stratégies, vous vous rappelez, on vous a dit qu'il n'y a pas une stratégie qui fonctionne tout le temps, il faut plusieurs stratégies en fonction du type de mouvement. Il faut une stratégie pour des marchés de forte tendance, une stratégie pour des marchés de faible tendance, une stratégie pour les retournements, une stratégie pour les continuations de tendance, une stratégie pour les ranges, une stratégie pour le court terme, pour le moyen terme, etc. etc. Là, pareil, il y a des indicateurs pour certains types de mouvements. Les indicateurs dans un marché en tendance donneront des indications qui ne fonctionneront pas ou qui seront bizarres dans un marché sans tendance. Ou alors on peut toujours utiliser la théorie ou le concept du contre-signal. Par exemple, un indicateur en tendance dans un marché en range donnera de très mauvais signaux. Il suffit donc de prendre les contre-signaux de ces signaux. Enfin, après, c'est en fonction de vous et de votre manière de penser et de traiter. Donc voilà, il faut bien comprendre les limites de l'indicateur. Par exemple, moi j'utilise uniquement les bandes de Bollinger en tant qu'indicateur pour m'indiquer l'évolution de la volatilité en fonction des écarts types. Bon, je sais que les bandes de Bollinger ont leurs avantages et qu'elles fonctionnent bien dans certains cas et leurs inconvénients, leurs défauts. Donc quand je sais qu'une situation sur le prix va créer un défaut sur les bandes de Bollinger, je ne vais pas m'aveugler et utiliser les bandes de Bollinger comme à l'accoutumée. Je vais modifier ma manière de voir les choses ou de les présenter. Donc, étudiez leur formule et surtout comprenez comment est-ce qu'ils fonctionnent, dans quelle situation les patterns, donc les figures que vous allez vouloir utiliser dans vos indications, dans vos analyses, dans votre aide, vont bien fonctionner et dans quelle mesure elles vont mal fonctionner. C'est la meilleure manière de bien comprendre et de bien appréhender les indicateurs. Il faut aussi éviter les redondances avec une bête lecture graphique et prêter un caractère autoprophétique aux indicateurs. Bon, ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais pour les redondances, c'est vrai. Des fois, je regarde des analystes qui postent des vidéos ou sur des graphiques, ou sur des forums vraiment avec des graphiques. Et je vois 2-3 indicateurs qui indiquent souvent la même chose. Ou des indicateurs qui montrent quelque chose qu'on voit déjà à l'œil nu. Par exemple, vous êtes dans un range, dans une tendance neutre. Et le mec, il va trader... les rebonds sur les bandes de Bollinger ou les croisements stochastiques. Bon, sur le graphique on le voit, ça c'est jouer les supports résistance du range tout simplement. Donc il y a plein de choses comme ça où on n'a pas besoin des indicateurs parce qu'ils sont redondants avec une simple et bête lecture graphique. Après, bien évidemment,
il ne faut pas tout supprimer si vous vous sentez confortablement. Il faut que vous soyez en confort, en fait, en situation confortable. Donc si, malgré tout ce que je vous dis, et malgré vos tests, vous avez quand même besoin d'un soutien indicateur, faites-le. Moi, malgré mon expérience, dès que j'enlève les bandes de Bollinger de mes graphiques, même si je sais que je pense être capable de repérer maintenant les mouvements sans les bandes de Bollinger, je me sens beaucoup moins confortable. Je me sens un peu plus. J'ai un peu plus de mal. Alors, je préfère mettre mon indicateur bande de Bollinger. Et là, tout de suite, là, je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus rassuré. Et ça facilite énormément la lecture graphique. Donc, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ni la baignoire. Il vaut mieux, des fois, utiliser les indicateurs. Mais si et seulement si on en a besoin, c'est un peu comme la foi. Hein, on ne va pas rentrer dans des considérations religieuses, mais il faudrait croire que si vous en aviez besoin, enfin la plupart des gens croient parce qu'ils en ont besoin, là c'est pareil, utilisez les indicateurs parce que vous en avez besoin, pas parce que vous avez lu un truc à droite, à gauche ou parce que ça vous donne des super signaux. Non. D'abord, un grand esprit critique, les limites de l'indicateur, son calcul, qu'est-ce qui crée les signaux que vous tradez sur les indicateurs, et ensuite vous voyez si vous pouvez vous en passer ou pas. Alors, les différentes familles d'indicateurs. Alors d'abord, il y a les indicateurs de tendance. Donc ce sont des indicateurs qui, de par leur calcul, vont plus ou moins lisser le prix. Donc en fait, le prix est déformé. Et l'indicateur va indiquer la tendance. Donc si le marché est haussier, baissier ou neutre. Alors la plupart des indicateurs de tendance indiquent juste le fait qu'il soit haussier ou baissier. Maintenant, il y a quelques indicateurs qui peuvent indiquer également si le marché est neutre ou pas. Les indicateurs de momentum. Donc ça, le momentum, c'est ce qu'on pourrait appeler la force du mouvement. Donc c'est les indicateurs qui vont montrer les accélérations, les décélérations sur le mouvement. Donc ces deux indicateurs sont complémentaires. Il y a un indicateur qui pourrait nous montrer le sens et un autre indicateur qui pourrait nous montrer la force. Les oscillateurs bornés qui peuvent être utiles pour indiquer des fortes tendances, puisque quand un indicateur borné donne des contre-signaux, c'est que le marché est dans une forte tendance, ou peuvent également montrer des situations extrêmes qui peuvent être utiles dans une tendance pour dire attention, pour rappeler, alors c'est plus pour rappeler aux traders, attention là, compte tenu de la période que tu utilises et compte tenu de ce qu'a fait précédemment le mouvement, là on est dans une situation extrême, donc peut-être qu'il va y avoir une correction, donc si tu veux rentrer dans le sens de la tendance, c'est peut-être pas le bon moment. Par contre, si tu veux faire du contre-tendance, essaie d'y penser. Et des oscillateurs bornés dans un range, pareil, peuvent être utiles pour focaliser le trader sur des zones de prix très intéressantes et très pertinentes à trader. Les indicateurs de volatilité. Alors ceux-là, bien évidemment, comme leur nom l'indique, montrent quelle est la volatilité. Alors la plupart montrent la volatilité directionnelle, comme on l'a déjà défini dans une leçon précédente. Et il y a également la volatilité du range, l'amplitude, l'ATR, etc., etc. Les indicateurs de volume, bon bah ça montre le volume, ça y a pas rien à dire. Et les indicateurs de profil de marché, dont on a déjà également parlé. Alors il y a également l'indicateur le plus important, c'est le prix. Le prix est un indicateur. Voilà, donc on va étudier au cours des prochaines leçons quelques-uns de ces indicateurs et à commencer par les moyennes mobiles.